Elle avait 2 ans et demi la première fois qu'elle est montée sur scène. Pas parce qu'elle en avait envie. Parce que sa mère l'y avait poussée. Et ce soir-là, sans le savoir, Frances et elle Gum signaient un pacte avec un monde qui allait lui prendre bien plus qu'il ne lui donnerait jamais. On est en 1924, dans une petite ville du Minnesota, appelée Grand Rapids. Son père tient un cinéma de quartier. Sa mère s'appelle Ethel et elle rêve d'une gloire qu'elle n'a jamais réussi à atteindre pour elle-même. Alors elle la projette sur ses filles. Frances est la plus jeune des trois. Elle chante avec ses sœurs sur de petites scènes locales, elle fait rire la salle. Elle capte l'attention dès qu'elle ouvre la bouche. Sa voix a quelque chose d'immédiat et de vrai, quelque chose qui touche les gens sans prévenir. Ethel le voit. Elle décide que cet enfant-là sera une star. Ce que personne ne décide à ce moment-là, c'est le prix que cette décision va coûter. La famille déménage à Los Angeles en 1926. Frances a 4 ans. Ethel pousse ses filles d'audition en audition, de spectacle en spectacle. Frances grandit dans les coulisses, dans les lounges, dans les salles d'attente des studios. À 10 ans, elle comprend déjà que sa valeur dans ce monde dépend uniquement de ce qu'elle peut produire. Pas de ce qu'elle ressent, pas de ce dont elle a besoin. Seulement de ce qu'elle est capable de livrer quand on lui demande de livrer. En 1935, Louis B. Mayer, le patron de la MGM, la signe sur contrat. Elle a 13 ans. Il lui donne un nouveau nom, Judy Garland. Le sien, Frances Gum, disparaît du jour au lendemain comme s'il n'avait jamais existé. Comme si la vraie petite fille devait s'effacer pour que la star puisse prendre sa place. La MGM est à cette époque la machine à rêve la plus puissante du monde. Elle produit des films qui font pleurer des millions de personnes, des histoires de bonheur et de triomphe. Mais pour ceux qui travaillent à l'intérieur, la réalité ne ressemble à rien de tout ça. Judy est petite. Ses traits ne correspondent pas aux standards étroits du Hollywood des années 30. Mayer le lui dit sans ménagement, devant d'autres personnes. Il se moque de son poids, de sa silhouette, de son apparence. Les studios lui imposent un régime sévère, lui interdisent de manger normalement pendant les tournages. Et pour tenir les cadences épuisantes que la MGM exige, les médecins du studio lui prescrivent des amphétamines pour rester éveillé pendant les longues journées de travail, et des somnifères pour dormir quelques heures avant de recommencer. Elle a 14 ans quand ce cycle démarre. 14 ans. Ce n'est pas une décision qu'elle a prise. Ce n'est pas un choix qu'on lui a soumis. C'est ce qu'on a fait à son corps sans lui demander son avis, parce qu'elle était un investissement et que les investissements doivent être rentables. Ce cycle-là, elle ne s'en libérera jamais complètement. Pas parce qu'elle manquait de volonté, mais parce qu'il avait commencé à un âge où personne n'a les ressources pour résister à ce genre de prise en charge. En 1939, Le Magicien d'Oz sort sur les écrans américains. Judy Garland a 17 ans et elle chante Somewhere Over the Rainbow avec une sincérité qui traverse l'écran et touche quelque chose de profond chez tous ceux qui l'entendent. La chanson remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale. Le film devient une œuvre qui traversera les décennies. Et Judy, celle qui chante avec tant de vérité qu'on croirait qu'elle supplie vraiment de partir ailleurs, est en train de vivre exactement l'inverse de ce rêve qu'elle décrit. Il n'y a pas d'arc-en-ciel pour elle. Il y a des studios, des régimes, des pilules, et une mère qui gère son argent sans lui rendre de compte. Le succès du Magicien d'Oz ne la libère pas. Il renforce les chaînes. La MGM comprend pleinement ce qu'elle vaut sur le plan commercial et intensifie les exigences en conséquence. Les tournages s'accumulent, les horaires s'allongent, la pression monte à des niveaux qu'un adulte en pleine santé aurait du mal à supporter. Elle a 17 ans, 18 ans, 19 ans, elle tient parce qu'elle n'a pas appris à faire autrement. En 1941, elle épouse le compositeur David Rose. Elle a 19 ans. Le mariage dure peu. En 1945, elle épouse le réalisateur Vincent Minnelli. De cette union naît Lisa, en mars 1946. Judy a 23 ans, et elle est déjà épuisée d'une façon que l'amour seul ne peut pas soigner. Minnelli est attentif, présent, mais les problèmes qui s'accumulent en elle depuis l'enfance sont trop anciens et trop profonds pour qu'une relation puisse les effacer. En 1950, la MGM rompt son contrat. Officiellement pour des absences répétées sur les tournages. Ce que les communiqués officiels ne disent pas, c'est que son état de santé est devenu impossible à gérer pour des studios qui ont toujours su exploiter les artistes mais n'ont jamais su prendre soin d'eux. Elle a 28 ans. Elle se retrouve sans revenu stable, avec des dettes importantes, 2 mariages derrière elle, et une dépendance aux médicaments installés depuis 14 ans que personne dans son entourage ne sait vraiment comment traiter.
Ce que peu de gens savent sur cette période, c'est qu'elle traverse plusieurs crises graves et plusieurs hospitalisations. Les journaux de l'époque parlent d'instabilité, de caprice, d'une artiste ingérable. Personne ne parle de ce que la MGM lui a infligé pendant plus de 15 ans. Personne ne relie les points entre les pilules prescrites à une adolescente et la femme de 28 ans qui s'effondre. Le récit dominant, c'est qu'elle est faible. La réalité, c'est qu'elle porte les conséquences d'un système qu'il a utilisé jusqu'à l'os. Mais Judy Garland a quelque chose que personne n'avait prévu. Une capacité à se relever qui défie toute logique. En 1951, elle monte sur la scène du Palace Theatre à New York. 19 semaines consécutives, sold out à chaque représentation. Le public américain l'accueille avec une chaleur qui ressemble à de la rédemption collective. Elle chante avec une intensité qu'on ne peut pas fabriquer en studio, parce qu'elle vient d'un endroit réel, d'une douleur transformée en art devant des milliers de personnes. Les critiques sont unanimes. Certains parlent du meilleur spectacle de Broadway depuis une génération. Elle se remarie en 1952 avec Sid Luft, son manager. 2 autres enfants naissent, Lorna en 1952, Joey en 1955. Elle repart en tournée, enregistre, performe. En 1954, elle tourne Une étoile et naît aux côtés de James Mason. Sa performance dans ce film est d'une puissance rare. Elle est nommée aux Oscars pour le rôle. Elle perd face à Grace Kelly. Des décennies plus tard, des membres de l'Académie parleront encore de ce vote comme d'une erreur historique. Judy, elle, sourit pour les photographes le soir de la cérémonie et rentre chez elle avec cette déception supplémentaire posée sur des épaules qui en portent déjà trop. En juin 1961, elle donne ce qui restera l'un des plus grands concerts de l'histoire du spectacle vivant. Le 23 juin 1961, Carnegie Hall, New York. La salle est comble. Judy Garland entre en scène et pendant plus de 2 heures elle chante comme si chaque chanson était la dernière qu'elle aurait l'occasion de donner. L'enregistrement live de ce concert devient l'album vocal le plus vendu de l'année. Il reçoit 5 Grammy Awards. Judy a 38 ans et elle est, ce soir-là précis, au sommet absolu de ce qu'une artiste peut atteindre dans une vie. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu connaissais l'histoire de Judy Garland avant cette vidéo, ou c'est la première fois que tu découvres ce qu'elle a vraiment traversé? Le concert de Carnegie Hall aurait pu être le tournant définitif. Pour le public, il l'était. Pour la presse, il l'était. Mais pour Judy Garland, chaque sommet était suivi d'une descente que personne autour d'elle ne savait vraiment comment interrompre. Pas parce que les gens ne l'aimaient pas. Parce que ce qui se passait en elle était trop ancien, trop enraciné, trop lié à ce qu'on lui avait fait subir bien avant qu'elle ait l'âge de comprendre ce qui lui arrivait. Les années qui suivent Carnegie Hall sont marquées par une instabilité permanente. Son mariage avec Sid Luft se dégrade progressivement et prend fin en 1965 après des années de tension. Elle se remarie 2 fois encore en l'espace de 4 ans. Mark Herron en 1965, Mickey Deans en mars 1969. Chaque nouvelle relation porte en elle l'espoir d'une stabilité que sa vie intérieure ne lui permet pas d'atteindre durablement. Elle cherche quelqu'un qui puisse la tenir debout dans les moments où elle n'y arrive plus seule. Mais personne ne peut faire ça à la place d'une autre personne. Et surtout pas quand les racines du problème remontent à l'enfance. Financièrement, la situation devient alarmante au fil des années. Judy Garland a généré des millions de dollars au cours de sa carrière. Il n'en reste presque rien. Des années de contrats signés dans des conditions défavorables, de managers qui prélevaient leur part avant de la servir, d'une mère qui avait géré ses premiers cachets sans transparence. Elle doit de l'argent au fisc américain, elle doit de l'argent à des particuliers. Elle vit dans des hôtels, elle annule des concerts parce qu'elle ne peut pas se lever, elle en reprend d'autres parce qu'elle a besoin de l'argent pour couvrir ses dépenses les plus élémentaires. Cette femme qui avait rempli Carnegie Hall se retrouve à 40 ans sans filet de sécurité. En 1963, la CBS lui donne sa chance à la télévision avec The Judy Garland Show, une émission hebdomadaire produite avec soin et des invités de premier plan. Elle chante magnifiquement, les épisodes sont bien construits, mais les audiences ne suivent pas à la hauteur des attentes du réseau. La CBS annule après une saison. C'est un revers de plus, et à ce stade de sa vie, chaque revers pèse différemment qu'au début. La confiance en soi ne se reconstruit pas facilement quand on a passé des décennies à entendre que son corps n'était pas assez bien, que sa présence était conditionnelle à sa performance, que sa valeur dépendait des chiffres. Ce que le grand public ne mesure pas à cette époque, c'est l'étendue réelle de sa dépendance aux médicaments. Il ne s'agit pas de choix récréatifs ou d'excellier
à un mode de vie glamour. Il s'agit de substances que des médecins lui ont prescrites depuis ses 14 ans dans le cadre d'un système industriel qui avait besoin qu'elle performe sans interruption, peu importe l'état dans lequel elle se trouvait. Son corps et son système nerveux ont appris à fonctionner avec ces substances pendant plus de 30 ans. Quand elle essaie d'arrêter, les rechutes sont violentes et déstabilisantes. Elle suit des cures. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises. Elle repart. Elle replonge. Ce n'est pas de la faiblesse de caractère. C'est la conséquence directe et documentée de ce qu'une industrie lui a imposé quand elle était encore une enfant sans personne pour la protéger. Tout au long des années 60, elle continue de travailler. Elle tourne dans Le Jugement de Nuremberg en 1961, dans un rôle dramatique sobre et puissant qui lui vaut une nomination aux Oscars du meilleur second rôle. Elle prouve une fois de plus qu'au-delà de la chanteuse, il y a une actrice de grande valeur. Mais les projets sont irréguliers, les engagements difficiles à tenir sur la durée, et l'image publique qu'on lui colle commence à prendre le dessus sur le talent qu'elle continue de démontrer dès qu'on lui en donne l'occasion. En 1968, elle part s'installer à Londres avec Mickey Deans, qu'elle épousera en mars 1969. Londres représente pour elle une forme de distance avec Hollywood, une ville qui ne la regarde pas avec les yeux lourds de tous ceux qui l'ont connue à ses débuts et qui portent sur elle le poids de ses hauts et de ses bas. Elle y donne une série de concerts au Talk of the Town, un cabaret londonien réputé. Les résultats sont inégaux. Certains soirs, elle est saisissante, totalement présente, d'une intensité que peu d'artistes peuvent atteindre. D'autres soirs, elle arrive en retard, perd le fil d'une chanson, ne termine pas ce qu'elle a commencé. Le public londonien réagit durement. Certains spectateurs quittent la salle. Des journaux publient des comptes rendus qui n'ont aucune compassion pour ce qu'elle traverse. Elle a 46 ans à ce moment-là. Son corps porte plus de 30 ans de médicaments, de régimes forcés imposés dès l'adolescence, de nuits sans sommeil accumulées sur des décennies, de stress chronique que rien n'a jamais vraiment permis de décompresser. Ses proches voient que quelque chose se dégrade de façon irréversible. Mais Judy Garland a passé sa vie entière à minimiser ce qu'elle ressentait pour ne pas inquiéter ceux qui l'entouraient, pour continuer à paraître capable, pour ne pas décevoir. Elle sourit, elle plaisante, elle chante encore quand son corps lui en laisse la possibilité. Le 22 juin 1969, Mickey Deans la trouve dans leur salle de bain de leur maison du quartier de Chelsea à Londres. Elle est décédée pendant la nuit. Le médecin légiste conclut à une surdose accidentelle de barbiturique. Accidentelle. Elle n'avait pas cherché à partir cette nuit-là. Son corps avait simplement atteint une limite physiologique qu'il ne pouvait plus franchir. Elle avait 47 ans. Les funérailles ont lieu à New York quelques jours plus tard. 22 000 personnes font la queue pendant des heures pour défiler devant son cercueil. 22 000 personnes dans les rues de New York pour dire au revoir à une femme que l'industrie avait souvent traitée comme un problème à gérer. Ce chiffre dit quelque chose d'important sur ce qu'elle représentait pour les gens ordinaires, pour ceux qui l'avaient suivi depuis Le Magicien d'Oz en 1939, pour ceux qui avaient grandi avec sa voix dans leur maison, pour ceux qui avaient reconnu dans son chant quelque chose qui correspondait à ce qu'ils portaient eux-mêmes. Liza Minnelli a 23 ans le jour où elle enterre sa mère. Elle fera de sa propre carrière quelque chose d'immense, portant en elle une part de ce que Judy n'a jamais eu le temps de finir. L'héritage de Judy Garland est à la fois immense et complexe. Sa façon de chanter a redéfini ce que voulait dire s'exposer sur scène. Cette connexion directe entre l'émotion intérieure et la voix, sans filtre, sans distance de sécurité, a influencé des générations entières d'artistes. Barbra Streisand, Liza Minnelli, et bien d'autres ont reconnu publiquement ce qu'ils lui devaient. Somewhere Over the Rainbow figure régulièrement parmi les plus grandes chansons enregistrées au XXe siècle. Le Magicien d'Oz est diffusé chaque année dans des dizaines de pays, regardé par des enfants qui ne savent pas encore qui était vraiment la femme qui chantait Dorothy. Mais son héritage soulève aussi une question qui ne se referme pas. Que se serait-il passé si on avait laissé Frances Gumm être une enfant? Si personne n'avait décidé à sa place et à 2 ans et demi qu'elle serait une star? Si les médecins de la MGM n'avaient pas commencé à lui donner des pilules à 14 ans pour qu'elle tienne le rythme d'une machine commerciale qui n'avait aucun intérêt à la protéger en tant que personne? On ne peut pas répondre à ces questions. Mais les poser, c'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour elle maintenant. Judy Garland est morte le 22 juin 1969 dans une maison de Chelsea à Londres. Elle avait commencé à chanter à 2 ans et demi parce que sa mère l'y avait poussée. Elle n'a quasiment jamais eu le choix sur ce qui lui arrivait. Et pendant plus de 4 décennies, elle a donné à des millions de personnes des émotions qui leur ont changé quelque chose,
en échange d'une vie qui n'a presque jamais vraiment été la sienne. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi. Il y a d'autres vies comme celle-là, d'autres histoires que l'industrie du spectacle préférerait qu'on oublie. On ne les oubliera pas.